Merci aussi à Yves pour cette belle ouverture. L'intervention que je vais vous dire a été élaborée avec Patricia, est avec moi, c'est moi qui vais la dire. Elle a pour titre Henri Lefebvre 2022, où est passée la Révolution. Fin 1989, alors que j'étais directeur littéraire des éditions Messidor, j'avais proposé la création d'une nouvelle collection intitulée Libre propos. Le titre était une référence à un ouvrage de l'écrivain est-allemand Volker Braun que j'avais édité quelques années auparavant. Il s'agissait de publier des textes brefs, se situant, comme nous l'écrivions dans la présentation, hors des sentiers battus des conformismes des langues de bois, avec un double souci de la forme et du fond. Pour cela, je voulais solliciter des auteurs se signalant par une indépendance de pensée à l'égard de l'idéologie dominante. Nous avons ainsi publié de courts essais, des romanciers René Ballet ou Roger Bordier, de Jean-Pierre Lunardini, de Francis Wurtz, de l'écrivain latino-américain Eduardo Galeano ou de Roger Garaudy. Et nous souhaitions vivement, je souhaitais vivement, inclure dans cette série un livre d'Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, qui avait eu dans les années 50 des démêlés avec les éditions du Parti communiste, notamment suite à l'arrêt de la publication du grand traité prévu en 8 volumes, avait renoué depuis quelque temps avec les éditions sociales. Celle-ci, dans le cadre du groupe Messidor, avait republié le tome 1 de ce traité, Logique formelle et logique dialectique, dans la collection Terrain, un livre important. Au passage, c'est un livre qui suffirait à faire justice de l'idée parfois que l'on peut rencontrer, selon laquelle la pensée d'Henri Lefebvre serait rétive au concept. C'est un livre plutôt difficile et un livre important dans lequel il montre comment, en contradiction d'ailleurs avec une certaine vulgate marxiste qui s'est généralisée à partir d'un certain enseignement des cours de philosophie de Politzer, logique formelle et logique dialectique, métaphysique et dialectique, à la fois s'opposent et se prolongent l'une dans l'autre. Les éditions sociales avaient aussi publié un petit livre d'intervention, plus lié à l'actualité, intitulé Le retour de la dialectique, qui traitait de 12 questions clés pour comprendre le monde, un livre qui, à mon avis, mériterait d'être revisité. J'avais donc décidé de l'appeler pour lui proposer de participer à cette collection. En vérité, il a, lors de mon appel, décliné l'invitation, me disant joliment qu'il ne pensait plus, mais qu'il pensautait seulement. Il avait quand même 89 ans et sa réponse pouvait être comprise. Il m'a néanmoins dit, écoutez, écrivez-moi et dites-moi un peu plus précisément ce que vous avez en tête, je verrai. Le soir même, rentré chez moi, je lui ai fait une lettre de 10 pages dont je crois malheureusement n'avoir pas gardé la trace parce qu'à l'époque, nous ne faisions pas de mail, on s'écrivait des lettres et bon, j'aurais dû en garder la copie. Quelques jours plus tard, il nous invitait, Patricia et moi, à descendre chez lui à Navarinx pour parler. En fait, nous voulions évoquer avec lui à la fois son parcours intellectuel, mais aussi l'interroger sur des questions d'actualité, en particulier sur le point de vue qui était le sien sur la chute de l'Union soviétique et les changements qui s'étaient produits dans le monde. Il faut se remettre dans l'ambiance de ces années, le grand tremblement de terre que ça a été pour beaucoup, tremblement de terre dont il n'est pas sûr que nous soyons totalement sortis. Le premier soir, quand nous sommes rentrés dans notre petite chambre d'hôtel, vous m'excuserez de cette notation très personnelle, à quelques kilomètres de Navarinx, pour dire la vérité, nous avons eu le sentiment que nous étions arrivés un petit peu tard. Nous l'avions trouvé très affaibli, il était assis dans un fauteuil près du feu, un plaid sur les genoux, il ne pouvait pas marcher et lors de nos tout premiers échanges, nous avions constaté qu'il avait du mal à fixer son attention. Et même dans certains moments de relâche, pour parler un peu familièrement, il avait tendance à battre la campagne, ce qui n'avait rien de très surprenant vu son âge. Et nous y sommes retournés le lendemain et bien nous en a pris. J'ai constaté à cette occasion un peu la même chose que j'avais pu constater en discutant avec Aragon âgé. Dès lors que la discussion revenait sur les thèmes qui l'intéressaient, sur lesquels il avait travaillé toute sa vie, la mécanique intellectuelle, si on peut parler ainsi, se remettait en route et elle était impressionnante. Lors de ces conversations, Henri Lefebvre ne se payait pas de mots. Il nous a donné non seulement l'impression de réfléchir devant nous au fur et à mesure de la discussion, mais aussi de nous associer à sa réflexion comme il le faisait volontiers. Tout le contraire d'un mandarin qui chercherait à vous en imposer. Comme nous l'avions noté, notre compte-rendu,
À parler avec lui, on se sentait presque devenir un peu philosophe, alors que ni l'un ni l'autre ne prétendions l'être. Sur le fond, la question qui nous préoccupait, il nous avait frappé pour son point de vue nuancé, hors des simplifications dominantes à l'époque. Parlant de l'expérience des pays socialistes, il nous avait dit très directement, c'est un échec et ce n'est pas un échec. Or, on aurait pu s'attendre de sa part à un jugement plus tranchant. Il était en effet connu pour avoir entrepris, au moins depuis les années 50, un travail de critique assez radical du socialisme et du marxisme soviétique. Mais comme il l'a assez souvent rappelé, il ne faut pas confondre critique radicale et critique absolue. En vérité, même quand on lit son livre de 1936, La conscience mystifiée, dans lequel il prend quelques distances avec les positions de son ami György Lukács sur la conscience de classe, on se rend compte que ce cheminement critique vient de loin. Il commence dès avant-guerre. Au cœur de son analyse de ce qu'il est convenu d'appeler le stalinisme se trouve la question du dogmatisme. C'est toujours un point qu'il aborde avec prudence, car il pense que le dogmatisme est dans une certaine mesure inévitable. C'est une tendance naturelle de toute pensée, la tendance tout simplement à ériger un savoir obligatoirement limité, partiel, en savoir absolu, et à ne guère laisser de place au doute, alors que chacun sait ici que le doute était la qualité intellectuelle que Marx, pour sa part, plaçait au plus haut point. Lefebvre en est même venu à dire, avec un certain sens du paradoxe qui lui était familier, que le grand malheur du marxisme avait été sa diffusion, laquelle a conduit, via la vulgate répandue par pédagogues et militants, à le schématiser et le dogmatiser. En fait, le succès du marxisme aurait donc causé son échec. Concernant le stalinisme, il l'a défini à plusieurs reprises, de manière très précise, comme fusion et confusion d'un savoir borné avec un pouvoir sans borne, par exemple dans Le Retour de la dialectique. Mais dans l'entretien que nous avons eu avec lui, il avait tenu sur Staline lui-même des propos nuancés qui le feraient presque passer aujourd'hui, dans le climat que nous connaissons, pour un turiféraire. Il plaidait en effet pour que l'on traitât Staline comme un personnage historique, alors qu'aujourd'hui, on l'utilise plutôt comme une sorte de croque-mitaine que l'on sort de sa boîte quand on veut faire peur. Staline, nous avait-il dit, était un type sans scrupules, mais il a gagné la guerre. C'était un grand chef politique, cruel et magnifique. Il a poursuivi obstinément son but, donner à la Russie un statut de grande puissance capable de résister au capitalisme et à l'impérialisme. Fin de citation. Il n'avait en vérité aucune tendresse, comme vous le savez bien, pour le cynisme de Staline, dont il disait qu'il était le triomphe de l'immoralisme politique. Mais le stalinisme, à ses yeux, ne saurait se réduire à un homme, et certainement pas à ses travers psychologiques. Ce n'est pas dû uniquement, mais principalement à la paranoïa de Staline. La preuve en étant que, par bien des aspects, le stalinisme a concerné d'autres pays que l'URSS et a continué après Staline. Et tient aussi à des raisons à la fois objectives et subjectives, qui pour l'essentiel peuvent être apportées sans doute à l'arriération des pays où s'est produite la révolution, dans un schéma qui a contredit les prévisions qui pouvaient être celles de Marx. Dans La Somme et le reste, livre à mon avis magistral en 2 volumes qu'il a publié en 1959, après sa rupture avec le PCF, Lefebvre écrivait déjà, je cite, « Dans ces pays, les nouveaux rapports de production ont précédé la croissance des forces de production, au lieu de suivre leur croissance. Ils ont brisé les entraves au développement, mais de haut en bas et non de bas en haut. Les superstructures ont créé de nouveaux rapports sociaux, au lieu de se dégager des rapports sociaux déjà impliqués dans la croissance des forces productives. Le schéma classique de Marx a été inversé, d'où des conséquences nombreuses en ce qui concerne l'État. Il aura fallu subir les effets des lois générales de la croissance, les exigences de l'industrialisation, déterminées par Marx dans les schémas de l'accumulation, et réaliser en un temps rapide, sur un rythme accéléré, ce que les vieux pays capitalistes ont mis des siècles à accomplir, l'accumulation du capital. Ce qui est une analyse qui nous est devenue familière et qui me paraît tout à fait fondamentale pour comprendre l'histoire du siècle passé. À plusieurs reprises d'ailleurs, pour parler de cette expérience historique du socialisme, Henri Lefebvre utilise la formule de socialisme archaïque, ce qui fait évidemment penser au socialisme de rattrapage, notion de Paul Bocara, penseur avec lequel il ne devait pas avoir beaucoup d'affinité. Voire à la formule parfois utilisée par les communistes chinois qui parlent de phase primitive du socialisme. Toutes ces appellations, de leurs différences, reflètent quand même chacune à leur façon cette conscience de l'immaturité des forces productives et des rapports sociaux liés aux premières expériences socialistes du XXe siècle.
Y avait-il pour autant fatalité à ce que l'histoire se déroulât ainsi? Ça n'était en tout cas, semble-t-il, pas l'opinion d'Henri Lefebvre. Lors de notre conversation, il avait noté que la révolution scientifique et technique s'était finalement produite à l'Est, à l'Ouest et pas à l'Est, alors que, d'après lui, elle aurait pu, compte tenu du nombre de scientifiques de haut niveau qui provenaient de ces pays. Il pensait d'ailleurs que le socialisme n'était pas, ad vitam aeternam, condamné à être à la traîne de ce point de vue, et qu'il ne serait pas toujours incapable de produire une modernité. En effet, la question posée pour lui n'était pas seulement celle des performances économiques. Si échec il y avait eu, c'était dans l'incapacité de ces produits, de ces pays à produire une modernité, à changer la vie quotidienne, alors qu'elle changeait si rapidement en Occident, notamment en Amérique du Nord, avec l'urbanisation, la révolution des communications, l'introduction de l'informatique dans la vie quotidienne. Ce changement de la vie quotidienne, c'est un sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Il visait par là à la fois la satisfaction des besoins, la sortie de la pénurie, mais aussi et surtout la qualité de la vie. Le caractère gris et ennuyeux qu'avait fini par prendre la vie dans ces pays, d'après Henri Lefebvre, une fois sorti de la phase d'enthousiasme volontariste et révolutionnaire, constitue à ses yeux une des principales causes d'échec du socialisme. On peut voir dans ce point de vue le symptôme d'un certain romantisme révolutionnaire qu'Henri Lefebvre d'ailleurs assumait tout à fait et qui rejoint le changer la vie de Rimbaud ou des surréalistes. Mais la vérité est que nous avons tous besoin à la fois de réalisme, d'une certaine sécurité de la vie quotidienne, voire d'une routine, et d'ailleurs c'est bien ce que détruit la guerre, et en même temps d'une part de fête, de poésie et de rêve qui ne va pas sans liberté, et ce qui n'est pas sans rapport avec cette question de la modernité. On ne peut, à mon avis, que le suivre sur ce terrain. Si vous m'autorisez une image qui n'aura justement pour excuse que son caractère un peu poétique, si les soviétiques avaient été faire leurs courses en soucoupe volante, l'image du socialisme en aurait été très certainement changée dans le monde entier. Et le socialisme aurait pu continuer à incarner, comme cela fut le cas pendant un moment, dans les années 60 par exemple, avec le début de la conquête de l'espace, une image d'un futur possible de l'humanité. Puisque nous tirons des plans sur la comète, il est bien sûr dommage qu'Henri ne soit pas là pour pouvoir suivre les événements en Chine. Quand on voit les voitures électriques dans les rues de Suzhou, par exemple, ou de Shanghai, ou même les expériences de taxi volant que les Chinois ont lancées, il est clair qu'un certain socialisme est peut-être en train d'inventer une modernité qui n'aura bientôt plus rien à envier aux Américains. La question difficile qui demeure est de savoir dans quelle mesure on peut encore parler de socialisme. Les idéaux égalitaires, moraux et culturels qui caractérisent le socialisme ayant apparemment beaucoup reculé dans cette Chine en pleine modernisation. Ce qui se produit là-bas semble en tout cas donner raison à un des concepts les plus problématiques pour les communistes que nous étions et que nous sommes restés, parmi ceux avancés par Henri Lefebvre, le concept de mode de production étatique. Je crois savoir que l'un de nos amis va intervenir plus en détail sur ce sujet. Je ne le ferai pas pour ma part. Non seulement, en effet, il lui arrivait de parler de socialisme étatique, voire de capitalisme d'État, pour qualifier ces sociétés de l'Est, mais il a avancé ce concept de mode de production étatique qui vise non seulement à décrire l'évolution des régimes socialistes, mais englobe aussi celle des pays capitalistes avancés. Selon lui, l'État s'est imposé face à toutes les autres formes de domination sociale. Il s'interpénètre profondément avec les rapports de production et économique, mais aussi avec l'ensemble des rapports sociaux et jusque dans la vie privée des individus. Il lui arrivait de considérer, et ce n'est pas qu'une affirmation destinée à surprendre, que les dirigeants des pays capitalistes avaient voulu mettre en œuvre le modèle stalinien de l'État, qui régente toute la vie économique et sociale. La société de contrôle que nous voyons s'installer sous nos yeux et qui a quand même progressé à la faveur de la pandémie peut conforter ce point de vue. Cette thèse, évidemment, posait question à ceux qui, comme nous, étaient attachés à l'idée qu'il y avait d'un côté les pays socialistes, avec tous les défauts que nous leur connaissions, et de l'autre les pays capitalistes, qui en étaient, selon les théoriciens du PCF, au stade du capitalisme monopoliste d'État. La notion de mode de production étatique, en vérité, fait beaucoup penser aux thèses d'Herbert Marcuse sur la convergence des systèmes, thèse qui heurtait les communistes que nous étions, mais dont on peut penser a posteriori qu'elle n'était pas sans fondement. Lefebvre a d'ailleurs bien connu Marcuse dans les années 30 et puis au moment de l'école de Francfort, mais aussi dans les années 60 et 68. Pour l'échange que nous avions eu avec lui, il nous avait dit qu'il pensait que sa pensée n'offrait pas beaucoup de perspectives pour l'action, mais qu'il partageait quand même plus d'un constat. Ce renforcement de l'État, partout, est le mauvais tour que l'histoire a joué au marxisme, et ce pauvre Marx, entre guillemets, comme il le disait, et qui avait envisagé que la révolution débouche sur le dépérissement de l'État.
Dans le débat qui a agité les communistes français après le 22e congrès du PCF sur l'abandon de la notion de dictature du prolétariat, Henri Lefebvre incarne une position que je ne dirais pas médiane, mais différente entre celle d'Althusser qui voulait défendre le caractère scientifique, le contenu scientifique de ce concept, formulé par Marx, et celle, par exemple, de quelqu'un comme Ehlenstein, qui considérait que l'histoire telle qu'elle s'était réellement déroulée avait totalement invalidé ce concept et le rendait désormais inutilisable. Lefebvre, lui, voulait conserver deux aspects, la promotion de la démocratie la plus large et de l'autre côté, la possibilité d'user de la répression contre les ennemis de la démocratie. Ce qu'il résumait en une formule qui, à mon avis, a le mérite d'une plus grande clarté que la notion de dictature du prolétariat. Il parlait de démocratie révolutionnaire. Au cœur de cette démocratie, le mouvement d'en bas. Le mouvement des masses, c'est la promotion de la démocratie directe dans les différentes formes qui peuvent être les siennes, seule voie pour avancer concrètement, selon lui, sur le chemin du dépérissement de l'État. Cette prise de parti conditionne sa réflexion sur la question de la révolution et c'est un peu le cœur du propos que je voudrais tenir devant vous. Dans le livre d'entretien qu'il avait eu avec Catherine Régulier, à l'époque jeune militante du PCF, et qui fut sa compagne, publié en 1978 aux éditions Libre Allier sous le titre La Révolution n'est plus ce qu'elle était, Henri Lefebvre formulait des pistes de réflexion et énonçait même ce qu'il nommait des thèses pour une voie nouvelle. On est alors, il faut le rappeler, dans l'ambiance de l'eurocommunisme et dès l'espoir qu'il avait fait naître en Europe à l'initiative des PC italiens, espagnols ou français. Henri Lefebvre prend en compte ce contexte. Il considère qu'il y a une nouvelle situation théorique marquée essentiellement pour lui par le fait que c'est le capitalisme, le marché mondial, l'information qui sont en train de réaliser la modernité et la révolution scientifique à l'échelle mondiale. Et il le dit dès cette époque. Dans ce contexte, il prend position, comme les tenants de l'eurocommunisme, en faveur d'une voie démocratique au socialisme, ce qui n'est pas négligeable. Mais son apport dans le débat est de dire que cette voie démocratique doit être une voie révolutionnaire. Et là, c'est une position plus originale, plus singulière. Cela le conduit d'ailleurs à émettre des avis un peu hors de saison sur la question taboue, mais toujours centrale, on le voit bien aujourd'hui, du rapport à la violence. À Catherine Régulier, qui lui dit son opposition quasiment éthique envers toute violence, et qui précise qu'elle préfère être l'enclume que le marteau, Henri répond, reprenant son image, « Je préfère le marteau, je veux dire celui qui manie le marteau. Il faut convenir que le marteau s'est plus d'une fois échappé de nos mains. Le pire ne serait-ce pas de se trouver entre le marteau et l'enclume. » Il précise que pour Lénine, le mouvement devait être à la fois légal et illégal, violent et non violent. Et ce n'est pas parce qu'on parle aujourd'hui d'une guerre de position plutôt que d'une guerre de mouvement qu'on évite les conséquences de la lutte. À d'autres moments, par contre, y compris dans nos conversations, il a marqué des distances à l'égard de l'héritage de Lénine. Si l'État et la Révolution, par exemple, énoncent des choses absolument essentielles quant à la démocratie et au dépérissement de l'État, il notait qu'il y avait eu contradiction entre la théorie, telle que Lénine l'avait formulée en pleine Révolution, dans cet essai, et la pratique, qui fut en plusieurs circonstances celle des bolcheviks et de Lénine lui-même. Ce gros bémol qu'il exprime quant à la voie démocratique le conduit à se montrer attentif à certaines des critiques que la gauche extra-parlementaire adressait par exemple au Parti communiste italien, notamment à l'égard de la stratégie de compromis historique. C'est au moment même de son apogée que le PCI était sans doute en train de se perdre pour s'intégrer dans les institutions et l'appareil d'État. De même, au moment où se jouent les discussions sur l'actualisation du programme commun en France, Henri Lefebvre ne cache pas dans ses entretiens sa crainte que la classe ouvrière, en se subordonnant aux partis qui représentent les couches moyennes, perde son indépendance politique. Sur ces deux sujets, on peut estimer qu'il n'avait pas tout à fait tort. Presque une décennie plus tard, dans l'entretien qu'il nous a accordé et qui constitue la base de notre petit livre, Conversation avec Henri Lefebvre, qui doit prochainement reparaître, se retrouve ce que j'oserais appeler la même lucidité historique. Nous sommes alors en janvier 91, encore dans le prolongement de la perestroïka, qui a suscité non seulement l'espoir de sortir de la guerre froide et d'avancer dans la voie du désarmement, mais aussi l'espoir d'une ouverture réelle, d'une démocratisation et d'un renouveau du socialisme à l'Est. Nous étions nombreux à vouloir y croire, et peut-être même à céder à ce que les Anglais appellent le wishful thinking, c'est-à-dire la propension humaine assez répandue à prendre ses désirs pour des réalités. On connaît le constat que faisait Henri Lefebvre, qui pensait que le socialisme étatique ou archaïque, qu'on pourrait aussi nommer despotique, avait recréé à sa manière les conditions de l'aliénation économique, sociale et politique, peut-être même dans des formes pires que celles
du capitalisme développé. Et comme nous lui faisions remarquer que cette question de l'aliénation était apparue dans certains discours de Gorbatchev, il n'avait pas hésité à nous dire son scepticisme en se demandant devant nous si ce discours ne cachait pas en vérité une forme de capitulation. Là encore, peut-être n'avait-il pas complètement tort. En fait, sa position de fond rejoignait celle qu'avait exprimée son ami Lukács dans son livre écrit en 68, Demokratisierung heute und morgen, qui avait été publié par les éditions sociales sous le titre Socialisme et démocratisation, livre dans lequel Lukács se prononçait pour une démocratisation radicale des sociétés à l'Est, mais il insistait en même temps sur le fait que cette démocratisation ne devait pas se manifester par l'importation du modèle politique occidental ou libéral, sous peine d'aboutir au même résultat qu'à l'Ouest, c'est-à-dire la mise hors jeu de la classe ouvrière. Et il essayait de réactiver une pensée d'esprit tout à fait conseilliste en réalité. Ce qui montre au passage que les désaccords philosophiques qu'on peut avoir, que peuvent avoir parfois entre certains philosophes, c'était le cas entre Lukács et Lefebvre, ne peuvent ne pas les amener à être en désaccord sur des questions politiques concrètes. Le même constat peut se faire entre Lefebvre et Althusser sur les questions du fonctionnement du Parti communiste. Ils n'avaient pas la même visée, et en même temps, ils étaient d'accord sur un certain nombre de points, par exemple sur la question du droit de tendance après le 22e congrès. Même si Lefebvre disait à Catherine Régulier que la question de la vie intérieure du PCF ne le regardait plus, en vérité, il avait exprimé ce jugement, ce point de vue. Cette question d'ailleurs du droit de tendance est évidemment une question qui était très sensible, qui l'est restée. Sa suspension par Lénine lors du 10e congrès du Parti bolchevique en mars 21 est en effet sans doute pour beaucoup dans la dégénérescence du débat politique, la criminalisation des contradictions et des oppositions, avec pour conséquence la mort de la pensée critique, dialectique, changée en une sophistique capable de tout justifier a posteriori. Tout cela devrait, pour nous inciter à relire, à revisiter l'œuvre d'Henri Lefebvre pour ce qui est encore disponible. En fait, Henri Lefebvre se voulait, comme vous le savez, métaphilosophe plutôt que philosophe. Je crois qu'il voulait marquer par là que le moment de la philosophie pure était passé, qu'il fallait se dégager de la spéculation philosophique, fût-elle d'inspiration marxiste, pour s'attaquer à la connaissance concrète de la réalité concrète, comme aurait dit Lénine. À propos d'un matérialisme qui aurait tendance à s'enfermer dans la glose spéculative, dans la répétition un peu incantatoire des concepts, il n'hésitait pas à parler d'un spiritualisme de la matière. Il y a une forme de matérialisme dont il jugeait qu'il était finalement idéaliste. Un peu comme Marx lui-même l'avait fait quand il était passé de l'humanisme philosophique des premiers écrits à la critique de l'économie politique dans le Capital, pour ses essais historiques et politiques, Lefebvre était à la recherche d'une sorte, comme l'a dit Yves tout à l'heure, de dialectique appliquée. Ça s'est traduit, cette démarche philosophique, par ces tentatives de refonder ou de fonder plus solidement une sociologie d'inspiration matérialiste, notamment dans sa critique de la vie quotidienne et la production de concepts comme la mondialité, l'urbain, ou en politique, partiellement, cette notion de voie nouvelle. Son intérêt pour la vie réelle, telle qu'elle peut être vécue, le conduisait à être attentif à ces questions qu'on dirait aujourd'hui sociétales, comme le féminisme, même si le mouvement des femmes était très différent dans les années 90 de celui qui est aujourd'hui, ou les questions de l'écologie. Une chose qui nous avait frappé, c'est que dans ces entretiens, mais c'est vrai dans tous ses écrits, je crois qu'Henri Lefebvre n'avait pas le projet, en tout cas, ça n'était pas l'effet de sa pensée, de constituer un système. Pour lui, la dialectique, comme mouvement de la pensée, n'avait de sens que dans une pensée en mouvement. Non seulement il s'est refusé à édifier un système, mais alors qu'il se battait pour la défense de la pensée théorique, il en disait aussi des limites, des points aveugles, des questions non résolues. Dans la discussion avec lui, c'était tout à fait frappant. Très régulièrement, il s'interrompait pour dire voilà, ça c'est une question sur laquelle il faudrait travailler, il faudrait vous travailler là-dessus, comme si on était venu pour qu'il nous donne du travail. Enfin, c'était peut-être un peu le cas d'ailleurs, en vérité. Et il disait même, il faudrait là-dessus, ça mériterait de fonder une revue pour creuser cette question. Il avait de nombreuses idées de revues à fonder encore à 90 ans. Par exemple, cette question de la révolution qu'il explore dans le livre avec Catherine Régulier, il se propose d'y réfléchir, mais il dit d'entrée de jeu qu'ils ne vont pas en dire le concept. Ils vont pas, il faut dire que c'est un chantier qui, de 78 à aujourd'hui, est loin d'être refermé. Où en est la révolution aujourd'hui? C'est une question qu'on devrait, qu'on peut se poser pour ne pas rester
un cadre purement, disons, académique. Dans les pays de l'Est, les révolutions politiques de couleur ou sans couleur ou incolores ont conduit, grosso modo, à la restauration du capitalisme et voire au retour des pires nationalismes, comme nous le voyons. Dans les pays arabes, les révolutions dites du printemps arabe n'ont pas non plus conduit aux changements économiques et sociaux, ni même aux changements politiques auxquels pouvaient aspirer les peuples arabes. Et en Europe de l'Ouest, où nous sommes, la révolution semble bien être une référence qui a quasiment disparu de la scène théorique et politique. Et quand se produit un mouvement spontané, un mouvement populaire important qui pose la question d'un changement de société, je pense très particulièrement au mouvement des Gilets jaunes, et on s'aperçoit que les forces politiques qui sont censées être héritières du projet révolutionnaire sont déstabilisées par ce mouvement et incapables non seulement de lui donner un débouché politique, mais même de s'y impliquer véritablement et de l'influencer. Peut-être, c'est une hypothèse que l'on peut formuler, parce que la vie politique les a conduits à beaucoup s'intégrer dans les institutions, dans le système électoral, dans le système politique, et finalement à délaisser le mouvement des masses. La situation est sans doute un peu différente en Amérique latine, où après un moment de reflux des mouvements populaires, il semble que les peuples n'aient pas dit leur dernier mot, mais c'est vrai que tout ça, pour l'instant, ne semble pas offrir un débouché international. Il n'y a pas d'international, en dépit de ce que nous rêvions, parce que nous étions quelques-uns avec Samir Amin et d'autres à dire qu'il fallait une cinquième internationale. Et pour l'instant, on n'en est pas du tout là, et on ne voit pas de débouché mondial aux luttes populaires. Cette question d'ailleurs reste énorme parce que Lefebvre ne l'a pas résolue. Il disait d'un côté que le cadre national restait un cadre utile pour résister au pouvoir des multinationales, mais d'un autre côté, et dans le même temps, comme dirait l'autre, lors de nos échanges, il nous avait clairement déclaré, là je le cite, nous nous trouvons devant une inconnue que nous appelons la modernité, la mondialité. C'est pourquoi je tiens à cette affirmation pour moi essentielle, la transformation sera mondiale, ne sera pas. Une fois qu'on a dit ça, on a posé un problème, mais on ne l'a évidemment pas résolu. Comment cette transformation mondiale peut-elle se produire? Par un enchaînement de mouvements locaux, régionaux, qui entraîneraient contagion, par de grandes transformations se produisant d'emblée au niveau mondial, par exemple à la faveur d'une crise majeure, écologique, militaire ou autre, ou sanitaire. Pour l'instant, ces transformations ne semblent pas à l'ordre du jour, mais le tour que peuvent prendre les événements est évidemment imprévisible. Ça serait illusoire de penser que le temps travaille pour nous, comme on l'a sans doute cru trop longtemps, mais on ne peut pas exclure la possibilité d'événements auxquels il serait bon de se préparer. Les grands mouvements des masses qui font l'histoire sont eux aussi dans une certaine mesure imprévisibles. Au fil des ans, Henri Lefebvre en était venu à défendre une position philosophique, je crois, de plus en plus en rupture avec l'interprétation déterministe du marxisme. Et de ce point de vue, peut-être y a-t-il quelque chose qui le rapproche d'Althusser qui, à la fin de sa vie, réfléchissait à ce qu'il appelait le matérialisme aléatoire. Quand nous avions discuté avec lui, en conclusion de nos échanges, il nous avait dit quelque chose de très simple, mais à mon avis de fondamental sur ce sujet. Comme nous l'interrogions sur le déterminisme, il nous disait « il y a des déterminations, mais il n'y a pas de déterminisme. L'histoire est inventive et elle ne s'arrête pas là. Et plus le pouvoir des hommes grandit sur les choses, sur la nature, plus les effets positifs ou négatifs de leur pouvoir peuvent jouer et liés à la grande idée marxienne de l'autoproduction de l'humanité par elle-même dans le cours de son processus tout simplement de production. L'humanité se produit, l'homme se produit. Eh bien, lié à cette capacité d'autoproduction de l'humanité, il y a aussi le risque pris d'une possibilité d'autodestruction de l'humanité, dont Henri Lefebvre était absolument conscient. Il disait ça peut prendre trois formes. Le risque militaire simplifié, c'était sa formule, le risque écologique et le pourrissement social. Ces risques-là sont évidemment toujours d'actualité. Il n'y a pas de fatalité du socialisme, pas non plus de fatalité de l'effondrement que nous prédisent tant de collapsologues. Tout dépendra évidemment des décisions prises par les peuples et de la capacité aussi peut-être dans une certaine mesure de la pensée critique à aider le mouvement à comprendre le monde et à le transformer. Voilà l'exposé que je voulais vous faire, mais vous en tirerez pas tout à fait comme ça. Je vais vous lire encore un poème court, relativement court, que j'avais écrit lors de l'enterrement d'Henri
à Navarinx. Donc, si vous me permettez, je conclus par la lecture de ce poème. Ça s'intitule, de manière pas très originale, L'enterrement d'Henri Lefebvre. Dans le cimetière, au pied des Pyrénées, les roses rouges se tiennent droites sur leurs tiges. Au-dessus de nos têtes, un ciel de circonstances se retient, combien de temps encore, de nous disperser sous des trompes d'eau. Les camions qui passent sur la route en contrebas font que les morts n'ont nul repos. Dès qu'entre deux averses réparées le soleil, reviennent les frelons. Un hélicoptère de la gendarmerie survole de très haut l'assistance clairsemée. L'État est toujours là, moribond, omniprésent. Boules de verre et fleurs artificielles posées sur les pierres tombales, le quotidien survit. Et sans cesse, la voix obscure des morts, chez les humains, dominés par leur mystère, vient prendre possession de l'esprit des vivants, qui s'en remettent aux puissances abstraites. Se sont rassemblés pour l'occasion le curé, le maire, les filles, les amantes, les architectes, un urbaniste qui a réussi, un psychanalyste communiste, un vieux sociologue réactionnaire, un théoricien des autonomes italiens, un terroriste plus ou moins repenti, amis anciens ou nouveaux, une poignée de mille éparpillés, avec un discours qui prend sur le vif une triste revanche. Rien ne nous sera épargné de la fin d'une espérance. Ah, le malheur d'être muet entre les mains de ses amis. Beaucoup l'ont aimé et tous sont trahis. Et du reste, c'est somme toute la plus sûre de ses œuvres. Est-il de vrai maître qui ne forme ses propres traîtres? Il ne fut pas un bâtisseur de système, mais un destructeur, joyeusement sérieux, un questionneur inlassable, qui, se risquant à penser, rendait son interlocuteur plus intelligent. Un marcheur à grandes enjambées dans la montagne et sur les routes humaines du soleil crucifié, ayant avant d'autres vu comment ceux qui voulurent supprimer le vieux système d'exploitation recréèrent à leur tour domination et aliénation, il ne renonça jamais à chercher les bonnes nouvelles de la Révolution. Dans son grenier où tombait la lumière des Pyrénées, ou dans la salle commune autour d'un verre de vin, le philosophe avait table ouverte, mais les visiteurs à la fin se faisaient plus rares. Assis dans son fauteuil, près du feu, dans la grande maison glacée, une couverture posée sur ses membres perclus, incapable de marcher, il resta jusqu'au bout à l'écoute des mouvements de la vie, attentif à la production du mondial, comme un jeune homme prêt à reprendre la route vers un futur meilleur. Après l'enterrement, nous sommes revenus à pied. Des groupes de jeunes gens s'étaient formés en une petite université improvisée. Dans la grande maison l'âtre refroidi, il faudrait remettre un peu de feu de bois dans la cheminée. Avant de repartir dans le jardin de Catherine, tu accueillis un trèfle à 4 feuilles. L'espérance et le goût du bonheur ont la vie dure. Merci pour votre infinie patience.